C'est très difficile à croire qu'aujourd'hui, un drame comme ça ne devrait pas exister. J'y ai pas cru, je me suis dit c'est pas possible. Pourquoi elle? Elle méritait pas ça, personne ne le mérite. Le dimanche 18 juillet 2021, aux alentours de 5h30 du matin, un livreur de journaux découvre le corps sans vie d'une jeune femme devant les grilles d'une résidence à Plan-de-la-Tour, dans le Var. Une douille de 9 mm se trouve près de son corps. Ça ne fait aucun doute, on lui a tiré dessus. Elle a été assassinée. La victime s'appelle Doriane Ragon. Elle avait 32 ans et était mère d'une fille qui allait avoir 12 ans. Dans ce village de presque 3000 habitants qui surplombe le golfe de Saint-Tropez, c'est le choc. Qui a pu faire ça à Doriane, cette jeune femme réputée gentille et discrète? Et pour quelle raison lui a-t-on tiré dessus? Dans ce terrible drame, vous allez très vite comprendre que celui qui a fait ça connaissait Doriane depuis peu et l'attendait patiemment devant chez elle cette nuit-là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo qui nous attend donc aujourd'hui, une affaire française très récente qui a secoué l'actualité durant l'été 2021 puisque cette affaire a été très médiatisée et donc très suivie. Et ça va être une vidéo un peu particulière parce que vous allez entendre le témoignage bouleversant de Max Ragon. Max Ragon, c'est le papa de Doriane. Ancien gendarme, il a été l'un des premiers à apprendre le décès tragique de sa fille et à arriver sur les lieux. Il a accepté de façon très digne de témoigner, pour parler. Pour que ce genre de crime ne se répète plus, mais aussi pour rendre hommage à sa fille Doriane, qui laisse donc derrière elle des parents, des frères et sœurs, et une fille. Doriane Ragon avait donc 32 ans au moment des faits et vivait depuis quelques semaines maintenant dans cette résidence, la résidence Odalis, le jardin du golfe impasse de Loire de la Croix, à Plan-de-la-Tour. C'est un village d'environ 3000 habitants, proche de Sainte-Maxime ou encore de Saint-Tropez, dans le Var. Elle y vivait avec sa fille qui allait avoir 12 ans et elle était séparée de son compagnon, donc le père de sa fille. Tous ceux qui connaissaient Doriane décrivent une jeune femme discrète mais pleine de vie. Doriane, c'était la joie de vivre. C'était un papillon, c'était un oiseau, c'était un rayon de soleil chaque fois qu'il venait, chaque fois qu'on se voyait. C'était une fille aimante, respectueuse de ses parents, de son père. Une très bonne maman qui malgré le fait qu'elle soit séparée et qu'elle élevait quasiment seule sa fille, se débrouillait très très bien. Lui inculquait une éducation qui, chaque fois que je la voyais, je lui disais franchement Doriane, ce que tu fais c'est bien, malgré les difficultés qu'elle pouvait avoir dans sa vie à elle. Des difficultés comme on peut avoir à 30 ans, que ce soit des difficultés financières, amoureuses, professionnelles. Voilà, c'était Doriane. On avait fait plein de projets. On avait prévu d'aller au Panama, là où j'ai vécu quelques temps avec elle. On était plein de projets et tout s'est écroulé du jour au lendemain. Côté professionnel, Doriane faisait quelques ménages et de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Elle était très appréciée par ceux qui la côtoyaient. Vous le comprenez, ce n'était pas du tout une fille à problème, elle était serviable, proche de sa famille et donc, je vous l'ai dit, mère célibataire puisque séparée depuis quelques mois maintenant de son ex-compagnon. Elle ne s'était pas remise en couple, mais depuis quelque temps, elle est un peu plus soucieuse, quelque peu tracassée. Tracassée notamment par une rencontre pourtant anodine, survenue quelques semaines plus tôt. Vous l'aviez vue pour la dernière fois quand, Doriane? Le week-end d'avant et encore le week-end d'avant. Les 2 derniers week-ends, on s'était vus. Dans quel état d'esprit elle était? Le dernier week-end, elle nous a parlé superficiellement de ce gars-là qu'elle avait rencontré quelques semaines, quelques mois auparavant et qui lui posait souci pour... c'est qu'il était un peu trop, comme on pourrait dire, insistant. Insistant, mais sans aucune menace, quoi. Ce gars-là, il se menaçait lui-même de se suicider. Donc, elle savait pas trop comment gérer le truc. Doriane, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, d'une manière générale, et qui aimait pas faire du mal aux gens. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a, comment dire, contribué un peu à ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'elle savait peut-être que si elle avait été plus directe un peu plus tôt, on n'aurait peut-être pas été là. Mais rien qui pouvait laisser penser ce qui allait arriver, quoi. Elle l'a rencontré comment, ce garçon, Doriane? Elle l'a rencontré, il travaillait pour une entreprise de travaux publics qui faisait des travaux d'aménagement d'une voie devant son lieu de travail. Il faisait très chaud, donc elle leur avait offert de l'eau à l'équipe et notamment à cet individu. Et voilà, ça a commencé comme ça. Mais c'était peu de temps avant, hein. Il l'a connu très peu de temps. Et après, ils ont sympathisé, ils se sont vus une paire de fois, mais rien de, ils étaient pas petits amis, quoi.
Il n'y avait pas de relation entre les deux. Non, il n'y avait pas de relation. C'est ça le terrible. Il n'y a pas de relation amoureuse. Oui. Ah non, il n'y avait pas de relation amoureuse. Non, il n'y avait pas de relation amoureuse. Ils ont participé à quelques activités et voilà quoi, quelques sorties en commun, mais il n'y avait pas absolument aucune relation amoureuse. Il ne vivait pas chez elle ne vivait pas chez lui. Et je crois qu'elle avait vu ses parents une fois ou deux. Rien de... Non, rien de concret. Absolument rien de concret. Et je pense que quand les 2 dernières fois où elle est venue, elle devait voir que ça collait pas, qu'il avait quelque chose qui allait pas, ce garçon, et elle essayait de rompre la relation, mais en mettant des gants, quoi. Et Marc Floris, un jeune homme de 33 ans, 1m75, de corpulence longiligne, les cheveux bruns. Il a grandi, lui aussi, sur la commune, et travaille d'ailleurs dans une société de travaux publics. Et ce garçon, Dorian l'a donc rencontré de façon très simple, comme vous venez de l'entendre, et avec qui elle a sympathisé, mais sans arrière-pensée, en tout cas de son côté. Et les amis de Dorian le confirment, c'est vrai, les deux étaient plutôt proches, mais elle ne voulait pas s'engager plus. Mais Marc, jour après jour, lui faisait des avances, et elle refusait ces avances. Et ça, Marc Floris ne le supportait pas. Il se faisait insistant, et menaçait même, écoutez bien, de se suicider si elle ne répondait pas à ses avances. Et il allait encore plus loin, puisque pour surveiller Dorian, il n'hésitait pas à dormir devant chez elle. Il lui envoyait des messages toute la journée, des messages très longs sur Facebook. Il n'arrêtait pas, voilà ce que disent les amis de Dorian. Il venait chez elle, il tapait à la porte. Dorian commençait à prendre peur. Et les craintes de Dorian se sont cristallisées quand, au détour d'une promenade en forêt, Marc Floris exhibe une arme à feu et lui propose de s'entraîner à tirer. Là, pour Dorian, ça devient dangereux. Ce matin-là, le dimanche 18 juillet 2021, donc, Dorian rentre d'un anniversaire auquel elle était invitée le samedi soir. Ce week-end-là, sa fille ne se trouve pas avec elle. Il est aux alentours de 4 h du matin quand Dorian arrive devant les grilles de sa résidence, où un individu l'attend patiemment dans le noir. Et cet individu assassine froidement Dorian. 2 coups de feu sont tirés, l'un dans la tête. L'individu qui vient de lui tirer dessus, vous l'avez compris, c'est Marc Floris. Vers 5h30 du matin, un distributeur de journaux découvre le corps de Dorian. Personne aux alentours n'a rien entendu. La police scientifique arrive sur les lieux, le suspect Marc Floris s'est enfui et la nouvelle est annoncée à la famille. Comment vous avez appris ce terrible drame? Je crois que vous étiez en vacances, vous, c'est ça? oui, j'avais démarré mes vacances peut-être quelques jours plus tôt, et ce dimanche-là, on devait aller manger chez ma grande fille à Antibes. Et donc, on se préparait à partir, quoi. On s'est préparé à partir sur Antibes et le téléphone a sonné. Voilà. Donc c'était mon ex-épouse. Donc j'ai vu le nom de mon ex-épouse, avec laquelle j'ai un fils en commun. J'ai 3 enfants. J'ai Aubéry, Dorian et Bastien. D'accord. Et donc j'ai pensé dans un premier temps, un dimanche matin à cette heure, s'était passé quelque chose de grave concernant mon fils, quoi. J'aurais jamais pensé à Dorian. On passe forcément par toutes les émotions. J'imagine même pas ce que vous avez dû ressentir. Hein. C'est la vie qui s'écroule. Que vous disent les gendarmes quand vous les voyez peut-être quelles sont les premières choses que vous faites? La première chose que j'ai fait, c'est difficile de reparler de ce moment pour moi. J'ai aperçu le corps de ma fille sur le sol. Donc à partir du moment où le peu que j'ai vu, je savais. J'avais sa voiture, donc je savais que c'était elle. J'ai demandé aux gendarmes si c'était bien elle, quoi, parce que c'était quand même. Et puis après, comme je vous ai expliqué, comme j'en connaissais quelques-uns, donc ils ont été très humains, mais c'est compliqué, quoi, de rester autant de temps à côté du corps de sa fille. On peut pas bouger, évidemment, puisque c'est une scène de crime. Très vite après le choc, évidemment, les premières questions arrivent. Qui a pu faire ça? À quel moment on commence à comprendre, peut-être que vous d'ailleurs, peut-être inconsciemment, vous commencez à vous dire c'est le jeune homme dont elle nous avait parlé? Pas tout de suite. C'est vraiment, c'était une interrogation, une grosse interrogation. Et puis l'enquête, c'est les premières constatations et tout ce genre de choses. Rapidement, ça s'est orienté, quoi. Donc, on a tous eu, on sait tous, comment dire, on a compris
que c'était lui, mais ce qu'on comprenait pas, c'est pourquoi, quoi. Enfin, s'ils avaient été, enfin, je sais pas, on voit qu'il y a beaucoup de faits divers dans la société, on le voit, des couples qui, après des années de Oui, séparation, des intérêts communs, des enfants communs, se séparent et ça finit en drame. Mais là, sur une pseudo-relation, ça avait aucun. Donc, on comprend pas. On comprend pas. On se dit, mais c'est pas possible, il est fou, Voilà, et après l'enquête, ils ont été chez lui, comme vous l'avez vu à la télé, dans les médias, ils l'ont couru derrière pendant 48 heures. Ça devient une évidence, celui qui a fait ça, c'est Marc Floris. L'exploitation des enregistrements de vidéosurveillance qui équipaient la copropriété de Dorian, ainsi que l'analyse de la téléphonie mobile de Dorian, permettent rapidement d'identifier Marc Floris. Les gendarmes se rendent alors à son domicile pour lui poser des questions, mais ils n'ont pas le temps. Dès la première question, Marc Floris sort une arme, tire sur un gendarme sans le blesser et prend la fuite. Il est recherché toute la nuit de dimanche à lundi, mais le problème c'est que Marc Floris connaît très bien le coin. Il est le fils de chasseur, tout jeune, il a été initié à la chasse avec des gens du village. Il connaît les grottes, les tunnels, il y a même des vestiges de la guerre qui se trouvent dans les parages. Tout ça, il le connaît parfaitement. Même avec une brigade cynophile, c'est ce que disent les gens à ce moment-là, il peut brouiller les pistes et perdre les gendarmes. Pendant 48 heures, l'affaire fait la une de tous les journaux, la traque de Marc Floris, le meurtre de Dorian est sur tous les écrans, ce qui contribue, vous l'imaginez, à la douleur de la famille. Et puis, on entend tout et n'importe quoi, et tout le monde essaye de s'accaparer le sensationnel. C'est même pas du sensationnel dans la façon dont certains le font. J'ai plus du glauque. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Surtout quand l'assassin, il court toujours et qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est terrible. 48 heures plus tard, un corps correspondant au signalement de Marc Floris est retrouvé en fin de matinée le mardi dans les montagnes autour du village de Gréolières, dans les Alpes-Maritimes, là où vivaient ses parents. Fin de la cavale. Mais cette question fatidique est toujours présente. Pourquoi Marc Floris en est-il arrivé là ? Très vite, la famille de Dorian comprend que le jeune homme avait noué une obsession perverse envers Dorian. Il mangeait Dorian, il dormait Dorian, il ne parlait que de Dorian. C'est devenu obsessionnel. Ouais. C'est ce qui est ressorti de l'enquête. Personne, c'est aussi ça qui est assez dingue, c'est que personne n'a pu le raisonner. Je pense à sa maman notamment, qui du coup expliquait qu'il mangeait Dorian, pensait Dorian tout le temps. Et elle sentait venir le danger, c'est ce qu'elle explique dans une interview. Elle disait que voilà, ça devenait un peu obsessionnel. Personne n'a pu le raisonner, n'a pu l'arrêter, ce jeune homme. Et apparemment, c'était pas forcément la première fois. Oui, il semblerait qu'il y avait eu une forme de harcèlement sur les réseaux sociaux, oui. Un peu le même style qu'il faisait pour Dorian, quoi. Envoyer des messages, des pavés, quoi, le chantage au suicide, c'était la femme de sa vie. Voilà, ça, oui, apparemment, il avait déjà eu des alertes, mais bon, il y a plein d'autres garçons qui tomberaient de dingue de femmes sans pour autant en arriver là. Bien sûr. Dans ce degré d'horreur. Aujourd'hui, vous en voulez à qui ? Parce que Marc Floris a été retrouvé mort 48 heures après, à Gréolières. Est-ce que ça apaise votre douleur ? Non, je pense pas. Oui, ça apaise ma douleur. Quand même, d'accord. Vous savez, on a énormément peur dans ces moments-là de ce qui va se passer après s'il est retrouvé vivant, avec tout ce que ça engendre, les procès durs, le jugement, qui n'est pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait, et puis de savoir qu'après, voilà, personne n'est libre et votre fille, elle n'est plus là, quoi. Elle ne sera plus jamais là. Le mercredi 21 juillet, à Plan-de-la-Tour, dans le Var, donc, environ 300 personnes rendent hommage à Dorian Dragon, assassiné devant chez elle dans la nuit de samedi à dimanche. De son côté, vous pouvez l'imaginer, Max a sombré, sa vie a totalement basculé. 1 an après, il essaie, tant bien que mal, de se reconstruire. Et là, il y a très peu de temps que je viens de sortir d'une sorte de brouillard, comme si j'avais été en train de me noyer, brassé par les vagues, et puis d'un seul coup, on se réveille, on ne sait pas pourquoi, c'est presque du jour au lendemain, on se retrouve debout sur la plage. Et donc, on est sorti de ces vagues et de ces rouleaux où un jour, on a la tête hors de l'eau et un jour, on l'a sous l'eau. Et c'est plus pareil. C'est très difficile à expliquer. Il y a des choses, je sais ce que je veux plus, ça c'est sûr. Mais non, je sais encore pas ce que je veux, c'est compliqué. J'aimerais bien aider les gens à qui ce genre de choses est arrivé, faire un côté prévention, parce qu'à
pendant tout ce temps-là, on s'aperçoit de plein de choses qu'on s'apercevait pas avant. Toute cette violence qui est diffusée à travers la télé, toute cette banalisation de certains gestes qui font qu'on en est au point où on peut même plus regarder, quoi. C'est impossible parce que il y a toujours un truc qui vous fait penser au côté horrible de ce qui s'est passé. Faire de la prévention, aider les gens qui s'est arrivé et surtout profiter au maximum des gens qu'on aime quand ils sont là. Pas remettre au lendemain, surtout pas. Vous avez eu cette envie aussi d'éteindre tout média, d'éteindre les télés, de ne plus lire la presse. Il y a eu ce moment? Oui, on l'a eu. Ouais. Oui, avec mon épouse, on l'a eu. Bien sûr. On est resté pas mal de temps sans regarder les infos parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Je vous dis même jusqu'à certains films qu'on peut même pas regarder, quoi, parce que il y a trop de violence, il y a trop de gestes qui refont penser à ça, trop non. Donc oui, c'est très long. On s'imagine pas, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Maintenant, oui, pour répondre à votre question, oui, j'ai envie de me reconstruire, mais je sais pas encore comment. Vraiment, je sais pas encore comment. C'est compliqué, c'est très compliqué. Il y a le besoin d'en parler aussi? Oui, le besoin d'en parler. Ouais, c'est pour ça se comprend. Comme je vous disais, ça aurait été il y a quelque temps, on serait pas ensemble au téléphone. Oui, envie d'en parler, ouais. Pas forcément. Non, c'était tabou. Oui, voilà, pas forcément pour revenir sur ce qui s'est passé, parce que malheureusement, voilà, ça s'est passé, mais pour aussi honorer la mémoire de Dorian, qui, on le comprend à travers vos mots, était une femme, une jeune femme joviale, aimée par beaucoup de monde, une maman aimante, une super maman, c'est ce que vous me disiez. Il y a aussi cette volonté d'honorer la mémoire de Dorian. Oui, parce qu'après, au fil du temps, elle est, de toute façon, dans ma tête, elle est présente du matin au soir. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a cette envie, comme vous dites, d'honorer, d'en parler. Voilà. On se sent capable d'en parler, de supporter la douleur quand on en parle. Et pour ne pas oublier aussi, parce que vous ne l'oublierez jamais, mais les gens qui ont vu ce fait dramatique, voilà, malheureusement, un fait fait oublier un autre fait. Donc l'idée, c'est de ne pas oublier. C'est aussi pour ça que voilà, je trouvais important d'en parler. Ouais. Et je vous en remercie. Bah, c'est moi qui vous remercie de m'accorder ce moment, parce qu'aussi, je vous le dis franchement, c'est un fait que j'ai suivi l'année dernière et qui m'avait aussi touché. Moi, je pense aussi à sa petite fille qui aujourd'hui, vous me disiez hors antenne, est avec le papa. Vous continuez, j'imagine, de la voir. Comment est-ce que vous abordez ça avec elle? Question simple. Est-ce que vous lui en parlez? Est-ce que vous lui en avez parlé? Comment ça se passe? Non, c'est vraiment très rarement. On a fait les fêtes de fin d'année ensemble, avec elle, son papa et mes autres enfants. Mais on n'en parle pas parce que elle-même n'en parle pas. Comme elle dit, maman, elle est toujours près de moi, quoi. Voilà. Donc on évite. Après, si elle a des questions, on lui répond, bien sûr. Ou si elle a entendu des choses qui sont pas vraies, parce que dans ces moments-là, vous vous doutez bien qu'il s'en raconte. On lui dit non, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été vrai dans ce qui a pu être rapporté par les médias? Déjà, leur prêter une histoire, une relation amoureuse qu'il n'y avait pas. Ça, c'était faux. Ouais, ça, c'était faux. Après, quand on voit certains médias certaines interviews où il y a des gens qui disent ah bah oui, c'est un petit gars tranquille. Non, on ne comprend pas. Je pense pas. Comme vous disiez tout à l'heure, qu'on ne comprenne pas, c'est une chose, mais on voit bien quand quelqu'un est tracassé quand même. Ça devait se voir quand même qu'il y avait quelque chose. Donc, faut pas l'encenser non plus. Non, puis il suffit effectivement de faire un tour, vous le disiez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux et notamment son profil qui est toujours actif aujourd'hui. Qui n'a pas été supprimé. Voilà, on voyait effectivement déjà en 2011-2012 qu'il mettait des statuts Facebook par rapport à une femme en lui disant qu'il l'aime, qu'il pourrait, voilà. Et c'était des statuts qui revenaient toutes les heures quasiment ou tous les jours. Donc voilà, on sentait que c'était assez obsessionnel déjà à l'époque. Ouais. Donc on peut imaginer que l'obsession était présente chez lui. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous me disiez aussi avant de commencer l'interview que vous êtes taxi, c'est ça? C'est votre métier? Oui, je suis taxi de métier, oui. Vous avez essayé de reprendre? Pas indépendant, salarié. Salarié, d'accord. Vous aviez essayé de reprendre, ça a été dur? Oui, j'ai essayé de reprendre et
Au bout d'un mois et demi, ça a lâché, quoi. Ça a lâché. C'était trop tôt? Ouais, c'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt, d'ailleurs. On s'est vite aperçu, mais on sait pas ce qu'on fait dans ces cas-là. On ferait n'importe quoi pour penser moins, pour souffrir moins, en fait. Mais c'est pas possible. Ça fait partie du deuil. C'est comme ça. Est-ce que, du coup, vous avez cette envie de mettre en garde peut-être certains parents, d'en parler un peu plus, mais comme vous le dites, c'est très difficile parce que c'était pas un acte prévisible. C'est un acte irrationnel, donc c'est très difficile. Comme je vous disais tout à l'heure, si c'est par exemple des parents qui ont une fille j'ai dit une fille comme ça parce que ça arrive à ma fille, ou un garçon, qui est avec quelqu'un depuis très longtemps, qu'on connaît déjà la personne avec laquelle elle est, on sait que c'est quelqu'un qui peut être violente, on va se méfier. On peut la faire de la prévention. Bien sûr. Mais là, c'était pas possible. C'était pas possible. La seule prévention qu'on peut faire, c'est que moi, ce que j'ai trouvé, c'est débanaliser cette violence, parce que ça s'est passé, c'était très violent, c'était vraiment horrible. Et je pense que, ça ne concerne que moi, que tout ce qu'on voit à la télé y est peut-être aussi un peu pour quelque chose. De perdre de vue le côté irréversible de ce qu'on va faire. On n'est pas à la télé, quoi, là. Du côté de la famille de Marc Floris, sa maman s'est exprimée dans les médias. Elle a tenu à s'adresser à la famille de Dorian. J'ai perdu un fils, j'ai perdu ma chair, j'ai perdu mes tripes, mais je suis soulagée qu'il soit mort. Je suis soulagée parce qu'il a enlevé la vie. Voilà ce qu'elle a déclaré. Et elle poursuit. C'est une vie avec une vie pour une vie. Et je n'aurais pas pu concevoir que Dorian soit morte et pas lui. Et la mère de Marc Floris est allée plus loin dans son témoignage. Elle avait senti que quelque chose clochait chez son fils depuis quelque temps. Ça fait longtemps que je ressentais une très grosse angoisse, quelque chose qui n'allait pas. Marc buvait, mangeait, vivait Dorian en un laps de temps de 2 mois. Est-ce que vous êtes rentrés en contact tous les deux? Non, certainement pas. Non, j'ai pas envie du tout. D'accord. Elle n'a pas essayé de rentrer en contact avec vous, c'est ça que je voulais non plus, dire. Non. Et j'en ai pas du tout envie. Maintenant, sur sa réflexion de une vie pour une vie, je suis pas tout à fait d'accord. Ma fille, elle avait rien demandé. Une vie pour une vie, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est trop facile, ça. Ouais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo un peu particulière aujourd'hui, je vous l'ai dit en présentation, mais une vidéo qui me tenait à cœur. Je voudrais remercier Max Ragon, le papa de Dorian, pour sa confiance, pour sa dignité également. Merci d'avoir accepté de témoigner. Je vous demanderai, mais je sais que vous l'êtes à chaque fois, la plus grande bienveillance dans les commentaires parce que les familles peuvent tomber évidemment sur cette vidéo. Donc merci à vous de faire attention et surtout d'exprimer votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut. Je pense à votre famille en tout cas, Max. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. On pense évidemment à Dorian. Merci à vous de ne pas oublier Dorian. Quand vous m'avez contacté, je me suis dit, quelqu'un qui pense encore à Dorian, qui se sent encore concerné, quoi, parce que comme vous disiez tout à l'heure, une info en chasse une autre. C'est ça. Et après, on se retrouve seul avec sa peine. Enfin, je suis pas seul, j'ai ma famille, je suis très bien entouré. C'est ce qu'on comprend, oui. Et je voulais la remercier aussi, ma famille, d'avoir été là, d'être toujours là. Et c'est important. Ouais. Le soutien familial est très important dans ces moments. Ouais.